Alors, Madame la députée Meunier, sur l'autisme, euh, un centre expert a pour mission, comme son nom l'indique, d'être un centre ressources, un centre d'information. Donc, ils sont régis justement à ce titre par une dénomination très précise. Ils ne font pas partie, si vous voulez, des budgets médico-sociaux au sens prise en charge des enfants, puisque leurs missions sont vraiment d'être de diagnostic, d'être de ressources, des centres experts. Donc, après, il peut débloquer justement, ça peut déboucher sur une prise en charge réelle, effective, par des thérapeutes, par des rééducateurs, tout ce dont l'autisme a besoin, et vous avez raison, la situation d'autisme a vraiment besoin d'une prise en charge complète, globale, qui respecte justement toutes les bonnes pratiques édictées par la Haute Autorité de Santé. Et pour cela, si vous voulez, ne se résume pas à un seul niveau budgétaire qui peut être une variable d'ajustement. Non, ils ont une mission d'expertise. Donc après, ils aiguillent sur une prise en charge. La problématique majeure, c'est la prise en charge, au-delà de l'expertise, au-delà du diagnostic. Et là, c'est là où vraiment, en effet, le 4e plan autisme va pouvoir donner des pistes pour ces prises en charge, en termes de parcours, puisqu'aujourd'hui, il y a eu un effort qui a été fait de façon assez importante sur les tout-petits, avec la création des unités maternelles d'autisme, une par département. Je suis tout à fait d'accord avec vous que ça ne suffit pas, puisque ça résout le problème de 5, 6, 7, 8, 10 enfants maximum. C'est du 1 pour 1. Donc ce sont des unités d'enseignement qui sont au sein des groupes scolaires, donc dans une dynamique de société inclusive que l'on recherche, d'école inclusive. Moi, je serais très attentive aux suites données à ces unités d'enseignement maternel, parce que si on veut bâtir des parcours, il va falloir inventer, et ça fait partie aussi des réflexions que nous avons avec le ministre de l'Éducation nationale. Que se passe-t-il à la sortie de ces unités d'enseignement maternel? Certains enfants peuvent réussir à intégrer un parcours, soit en Ulysse, soit en intégration individuelle avec une auxiliaire de vie scolaire. Certains, malheureusement, doivent partir dans des établissements spécialisés. Donc on voit bien qu'au-delà du diagnostic, au-delà de la ressource expert, ce qui pêche encore aujourd'hui, c'est une vraie prise en charge efficiente. Les MDPH notifient des dispositifs de prise en charge, mais nous sommes encore en dessous vraiment des besoins, de la réalisation des moyens pour cette prise en compte. Aujourd'hui, dans beaucoup de MDPH, se développe la réponse accompagnée pour tous. À partir du 1er janvier, 90 MDPH seront embarqués sur cette réponse accompagnée pour tous, pour les enfants justement qui sont sans solution ou qui ont des prises en charge qui ne sont pas satisfaisantes. Donc nous avons aussi l'espoir là de pouvoir trouver des solutions. Qu'est-ce que c'est que cette réponse accompagnée pour tous? C'est une philosophie qui est très différente, parce que la MDPH met tous les acteurs d'un territoire ensemble pour trouver les ressources qui nous manquent. Donc du coup, il y a une vraie culture de coopération entre le médico-social, le sanitaire, entre les acteurs différents d'un territoire pour trouver au mieux les ressources. Dans le PLFSS 2018 et dans le programme aussi 157, sont inscrits ces 15 millions de moyens supplémentaires pour justement trouver des réponses, éviter les exils forcés en Belgique, mais je dirais aussi éviter les exils forcés en Corrèze pour beaucoup d'enfants, puisque la Corrèze a été une terre d'accueil d'établissements spécialisés depuis très longtemps. Et c'est aussi compliqué d'aller de Paris en Corrèze que de Paris en Belgique. Donc il nous faut réfléchir. Alors ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique. Nous avons 6500 citoyens français qui sont en Belgique aujourd'hui, 4500 adultes, 1500 enfants. On ne va pas créer des places comme ça d'un coup de baguette, mais l'idée c'est d'abord de stopper le flux d'exil, trouver les réponses de proximité, car c'est ça que demandent les familles, ce sont des réponses de proximité. Donc je ne vous ai pas déployé tout l'objectif et l'ambition que nous avons de transformer l'offre médico-sociale pour pouvoir répondre justement à un plus grand nombre et répondre dans une notion de parcours, parce que c'est ce que les parents cherchent. Le paradoxe français, c'est qu'on souhaite une société inclusive. En même temps, aujourd'hui, la seule réponse protégeante, si je puis dire ainsi, ce sont les établissements spécialisés. C'est de créer des murs pour répondre à un problème de protection. Pourquoi? Parce que depuis la loi de 2005, nous n'avons pas assez travaillé sur l'environnement. Et je vous rappelle que la loi de 2005, c'est l'environnement qui doit s'adapter aux spécificités de la personne handicapée. Aujourd'hui, les familles ont l'impression que soit c'est le milieu ordinaire, avec énormément de violence encore, parfois, parce que justement, ce milieu ordinaire n'est pas préparé
à regarder, à prendre en compte la différence sur des polyhandicaps, sur des problèmes avec autisme, sur des troubles qui sont dérangeants pour nos concitoyens, soit ce sont des murs dans des établissements qui sont protecteurs. Je pense qu'il y a une alternative qui est justement des notions de services professionnels bien musclés, qui vont accompagner en milieu ordinaire, qui vont faire ce travail sur l'environnement, comme le font déjà beaucoup de services médico-sociaux, comme les CESAD par exemple, qui travaillent sur l'environnement. Et toute ma feuille de route, c'est pour bâtir cette société inclusive, il nous faut transformer l'offre médico-sociale, déplacer le centre de gravité du médico-social au service du parcours en milieu ordinaire, c'est-à-dire travailler en coopération avec l'éducation nationale pour que, comme par exemple, pourquoi pas ne rêver d'une cité comme il se passe au Danemark, où les plateaux techniques sont au sein des écoles et où il n'y a plus qu'une seule école très professionnelle qui accueille, et qui scolarise et qui porte cette notion éducative de tous les enfants de la République. On n'en est pas là aujourd'hui, mais c'est vers quoi on pourrait tendre en transformant l'offre médico-sociale d'établissements en services. Donc ça va être aussi une de mes priorités avec les ARS, avec les territoires, pour répondre au mieux aux attentes des besoins, des attentes des personnes en situation de handicap. Sur la question de la députée Liso, sur l'AH, alors oui, je pense que le président de la République, son engagement de travailler sur la notion de pauvreté des personnes handicapées est tenu. C'est une mesure sans précédent. Aucune mandature précédente n'a relevé l'allocation d'adultes handicapés au niveau où elle va être relevée à fin 2019. Ça va être fait en 2 temps, même en 4 temps, puisqu'il y aura aussi les augmentations indiciaires du 1er avril, une grosse valorisation en novembre 2018 pour la porter à 860 et une deuxième en novembre 2019 à 900 €. Donc oui, c'est en effet plus de 870 000 bénéficiaires de l'allocation adultes handicapés qui vont bénéficier à taux plein de cette hausse importante de leur pouvoir d'achat. C'est une allocation qui est un revenu minimum d'existence. Ce n'est donc pas un problème de compensation de la situation de handicap, mais vraiment une allocation comme un revenu d'existence. 20% de nos concitoyens qui sont bénéficiaires de l'allocation adultes handicapés travaillent aujourd'hui, et l'objectif et l'ambition, c'est justement de les faire accéder au monde du travail beaucoup plus facilement. Alors j'entends que la revalorisation de la hache fait des perdants chez les couples. C'est faux. C'est faux. Elle s'accompagne d'un rapprochement des règles de prise en compte de la situation familiale des bénéficiaires. En effet, aujourd'hui, nous allons passer le plafond de revenus des couples de 2 à 1,9, puis 1,8 en novembre 2019. Il reste supérieur au coefficient applicable à d'autres minima, tel le RSA qui est à 1,5. Donc la spécificité de la personne handicapée est maintenue, car c'est une situation vraiment subie. Le niveau de ressources garanti au couple est ainsi stabilisé à 1 620 €. Ce niveau est supérieur de plus de 7% au seuil de pauvreté pour les couples, qui est de 1 512 €. Seuls 7,5% des bénéficiaires de l'AAH en couple ont des ressources au-dessus du plafond de 1 620 €. Leur situation à eux restera inchangée. Donc, personne n'est perdant. Il y en a qui sont plus gagnants que d'autres. Oui, c'est vrai, mais personne n'est perdant. Et c'est aussi en partie une réponse à M. Larrivé, puisque les deux questions... Pardon, Larrivé, excusez-moi. Parce que les deux questions sont un peu similaires. Les bénéficiaires de compléments de ressources ont accusé une perte significative de pouvoir d'achat. C'est une question que j'entends souvent, vous l'avez soulevée. C'est faux également. C'est faux également car un complément, aujourd'hui, 2 compléments de ressources, enfin 2 compléments, un complément de ressources et un complément pour majoration pour la vie autonome. La loi de 2005 prévoyait leur fusion. Elle sera faite, mais qu'en 2019. Et surtout, ça va être un élément de simplification car il n'y aura pas cette deuxième évaluation qui est très pesante, comme je l'avais explicité au début. Donc nous avons aussi un élément de simplification sur ce rapprochement. La coexistence des 2 compléments était soumise partiellement à cette surévaluation. Donc le droit des bénéficiaires actuels sont maintenus. Il s'agit d'une fusion qui interviendra au fil des nouveaux entrants. Alors, j'ai la question donc de Madame Riac sur les accompagnants et aidants familiaux. Vendredi dernier, j'étais à Lyon pour l'inauguration de la maison
de répit portée par la Fondation France Répit, qui est une maison assez unique, qui a vu le jour justement à une grosse construction, si je puis dire, d'un financement mécénat privé, public, et prise en compte après des fonctionnements par l'ARS. C'est unique, pourquoi? Parce qu'elle accueille l'aidant et l'aidé. Elle va permettre, avec une équipe mobile d'évaluation, de pouvoir aller au domicile quand il y a un appel d'urgence en disant « la famille craque, l'aidant craque, l'aidé est malmené, aidez-nous ». Cette équipe d'évaluation va pouvoir voir s'il y a une urgence et offrir plus de 30 jours de séjour aidant et aidé pour remettre en route justement cette dynamique d'aidant aidé, pour pouvoir réajuster toute la prise en charge qui est faite à domicile et pour pouvoir réinsuffler vraiment une dynamique de vie dans ce couple aidant aidé. C'est une fondation France Répit qui a développé avec du partenariat privé, avec les laboratoires Mérieux qui se sont extrêmement impliqués, qui ont d'ailleurs cédé un terrain, avec des acteurs et une agilité de l'ARS pour pouvoir débloquer tous les verrous. Notamment, ce qui est très intéressant, c'est que c'est totalement enfants et adultes, ce qui permet de pouvoir vraiment réinterroger la dynamique aidant-aidé. Vous avez raison, Madame la députée, nous avons plus de 8 millions de nos concitoyens qui sont aidants familiaux, personnes âgées, personnes handicapées, qui s'occupent de leurs proches. Sans eux, je ne sais pas comment nous ferions. Donc, j'en profite pour vous annoncer que nous confions une mission à Dominique Gillot pour pouvoir travailler sur comment pouvoir aider l'aidant familial à pouvoir concilier avec sa vie professionnelle sa fonction d'aidant, à pouvoir justement se remettre au travail, comment pouvoir valoriser éventuellement ses années d'interruption, comment pouvoir peut-être valoriser sa reprise de formation afin qu'il reprenne vraiment une activité professionnelle quand c'est possible. Donc une vraie focus sur les aidants familiaux. Madame Buzyn, ministre de la Santé et des Solidarités, est associée avec Madame Pénicaud aussi sur cette problématique. Vie professionnelle, comment pouvoir faire accéder à l'aidant à une formation, comment pouvoir accéder à de l'information, comment pouvoir accéder à de l'accompagnement, puisqu'il y a aussi, quand j'étais à Lyon, ça sera Lyon Métropole Aidante, qui met en place tout un réseau d'information avec des cafés des aidants, etc. Donc je pense que les territoires s'emparent de cette problématique et il nous faut absolument la porter, car c'est vraiment un des piliers de notre société de solidarité. Pour répondre à Madame la députée Biémoré, pardon, excusez-moi. Alors, bilan de la rentrée scolaire. Nous avons en effet une réunion hebdomadaire depuis fin mai pour préparer la rentrée et puis pour pouvoir la suivre. À la rentrée scolaire, il était annoncé qu'il y avait encore des enfants qui étaient sans AVS. Donc, je voulais expliquer que c'est des problèmes structurels de recrutement. Et heureusement, encore une fois, qu'on est vigilant sur ces recrutements, parce qu'il s'agit justement de prendre en compte les besoins spécifiques d'enfants au sein de classe. Donc, il faut vraiment des personnels qui soient motivés. Aujourd'hui, sur ces contrats aidés, c'est la seule motivation, puisqu'il n'y a pas de formation initiale. À la rentrée, 98% de taux de couverture des accompagnants. Vous me direz que ça ne fait que 2% qui manquent, mais ça représente encore des centaines d'enfants et de familles. Donc ce n'est pas satisfaisant. C'est pour ça que nous sommes vigilants, que l'éducation nationale est totalement mobilisée. Et au 13 octobre, la réunion des recteurs hier, je parle sous contrôle du directeur de la DGESCO, signalait qu'il n'y avait pas d'alerte particulière. Il y a quelques territoires qui sont sous tension. Problématique de bassin d'emploi. Il y a aussi des enfants qui sont en attente de place en Ulysse, donc ça parce que les Ulysses sont saturés et on voit bien qu'il y a cette programmation d'ouverture qui est très importante à venir, qu'il va nous falloir calander. Mais on est vraiment, je pense, vers une réponse au plus grand nombre. Pour reboucler avec la problématique des AVS, vous me parliez, Madame la députée, du diplôme. Alors ce diplôme, niveau 5, oui, ce n'est pas assez ambitieux parce que comment accompagner des enfants qui passent leur bac quand son accompagnant ne l'a pas? Ce n'est pas une question de jugement, c'est une question uniquement de mettre en difficulté l'accompagnant. Ceci dit, c'est une première marche, je pense, pour une qualification supérieure.
Pour l'instant, les premières promotions de ce diplôme ne sont pas encore sorties ou vont bientôt sortir, puisque c'est un diplôme qui date de l'année dernière. Il nous faut de toute façon réinterroger ce qu'on veut faire de cette école inclusive et ne pas la faire porter sur ses accompagnants. Il faut qu'on puisse réinterroger toutes les ressources et surtout qu'on travaille sur une coopération avec le médico-social. Nous avons des spécialistes des adaptations au sein des médico-sociales, de la rééducation. Il faut que ces professionnels puissent sortir des établissements au service du parcours en milieu ordinaire et notamment au service de la scolarisation des enfants handicapés. Donc un gros enjeu de coopération. Il y a déjà beaucoup de choses qui se font. Il y a des formations communes, conjointes entre le monde de l'éducation nationale et le monde du médico-social qui avaient été lancées sur un plan qui va certainement être poursuivi. C'est très important de pouvoir travailler en coopération. Ce sont deux cultures différentes, donc il faut pouvoir les mettre autour de la table. Et je dirais que les parents d'enfants handicapés ont cela d'extraordinaire, qu'ils arrivent à réunir autour d'eux et à faire croiser les regards, et c'est comme ça que les parcours se réussissent. Donc le handicap est une force dans le sens où il mobilise toutes les énergies et tous les talents et toutes les compétences autour de leur projet. Donc je pense qu'on peut tout à fait le notifier. Et les enseignants ont besoin, les enseignants dits ordinaires, ceux qui ne sont spécialisés, ont besoin aussi qu'on s'intéresse à leur formation. Et nous travaillons aussi avec Jean-Michel Blanquer sur un programme de formation pour les enseignants qui ne sont pas spécialisés. Je vous rappelle qu'il y a une grande réforme qui s'appelle le CAPEI, donc de l'enseignement spécialisé, qui va permettre de faire que ces personnes qui ont suivi cette formation deviennent une véritable ressource pour diffuser cette culture handicap dans les établissements scolaires. Donc on a des leviers vraiment pour faire vivre cette école inclusive. Sur la députée Madame Rixin sur le polyhandicap, oui, les tout-petits, je connais bien cette association, font un travail extraordinaire. Il y a d'autres encore axes, les pratiques artistiques, mais surtout développer les communications alternatives pour permettre justement cet échange entre ces enfants polyhandicapés et les professionnels et l'entourage, et notamment le lien avec la famille. On me fait signe qu'il faut que je m'accélère dans mes réponses. Bien, c'est que